Bon, ben, je pense que nous en avons terminé avec nos différentes interventions. Est-ce qu'on pourrait applaudir tous nos intervenants ? Merci. Merci. Oui, je vous libère si vous voulez, vous pouvez rester, mais... Je vais dire encore un grand merci à tous nos intervenants. Merci d'être venus et puis merci à vous tous aussi d'être restés pendant ces 2 journées. Je vais dire merci aussi à la Fédération de la Ligue du 93 et spécialement un merci à Catherine Choquet parce que c'est grâce à la Fédération et à Catherine que nous avons, et aux bénévoles de la Fédération, que nous avons été bien accueillis dans ce campus, et merci au campus aussi. Et puis, merci bien sûr aux co-responsables du groupe de travail, Françoise Dumont, Hélène Leclerc, j'ai oublié, je ne la vois plus, mais... et Martine Choquet. Et puis merci à Joëlle Bordet, grâce à qui nous avons pu avoir la présence de jeunes avec qui elle travaille et d'animateurs. J'ai eu le plaisir de retrouver Nordine comme ça, parce que nous avons eu un travail, c'était avec le GT Laïcité, hein, on avait fait tout un travail, donc c'était très très bien d'ailleurs. S'il y a à nouveau un travail de fait comme ça sur un lieu, je vous encourage à venir. Ah voilà, Gorges-les-Gonesse en avril, je vous invite à venir parce que franchement c'est très intéressant de travailler ces questions-là à travers du concret. Et puis merci à Gérard Asqueri, bien sûr, rédacteur en chef de la revue Droit et Liberté, et plus généralement à toute l'équipe d'organisation de cette université d'automne, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais merci aussi à tous les bénévoles qui ont été présents pour le travail, et bien évidemment, là en face de moi j'ai Chloé, j'ai Clotilde, mais vous avez dû voir les différents salariés, Virginie, j'ai vu passer Charlotte tout à l'heure, mais vous avez vu aussi à la table j'avais oublié de dire, vous m'aviez demandé de dire que la boutique fermait pour la librairie, mais j'ai oublié de le dire, tant pis. Et en bas, donc vous avez vu, merci aux salariés de la LDH qui nous ont permis de profiter des interventions et des débats de façon agréable et qui ont assuré la communication aussi au fil de l'eau de cet événement. Alors j'ai beaucoup apprécié que les tables rondes prennent en compte la grande diversité des jeunes, notamment dans leur vécu ou dans leur engagement, et ça c'est très appréciable. Les organisations de jeunesse ont bien été représentées, la parole des jeunes aussi, on a pu écouter la parole de jeunes, donc ça aussi c'est très important, et je les remercie tout particulièrement d'avoir accepté de venir parler de leur vécu et de leur... je les remercie de leur participation et de leur engagement aussi. Et puis j'ai été frappée par le fait que la jeunesse... alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Je me suis noté, c'est ça, mon... va falloir que je m'y retrouve dans tous mes... j'ai été frappée que la jeunesse qui est présente parle de séparation aussi, non, c'est autre chose. Alors, que la jeunesse, on nous a présenté la jeunesse comme étant une période de séparation avec la famille, et la séparation parfois avec son milieu aussi, et pour pouvoir trouver sa propre voie, sa propre insertion dans la société, c'est cette période-là, et par le fait que les différentes interventions ont démontré le désengagement de l'État dans des politiques publiques d'autonomisation des jeunes et de leur émancipation. Donc on est dans cette contradiction que c'est cette période-là et il y a un désengagement de l'État. Et nous avons eu la démonstration à travers les interventions que finalement la résolution de notre congrès, malheureusement, elle est exacte. C'est-à-dire qu'elle se vérifie dans le secteur spécifique des politiques de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous disions que les politiques néolibérales menées ont abouti à une casse des services publics. Ça se vérifie dans tous les secteurs de la jeunesse, c'est-à-dire pas seulement dans le cadre des politiques d'intervention éducative, etc., mais on a vu jusqu'à la justice.
Donc on a vu que tout le champ est impacté par la casse des services publics. On a vu l'ASE, on a eu le témoignage de cette jeune élève avocate. Et nous avons eu également le fait que la politique néolibérale met en concurrence, valorise uniquement l'idée qu'on pourrait arriver uniquement par le mérite, en faisant complètement fi des différenciations sociales et des inégalités sociales et de territoire ou de genre. Et donc, on n'a pas de politique publique qui soit véritablement menée en faveur des jeunes. Et donc, il a été montré aussi l'impact de choix politiques qui ont été menés avec, je ne sais plus si vous vous souvenez, parce que c'était hier, mais il y avait des dates qui avaient été désignées et qui correspondent en fait à des élections. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment la prise en compte qui doit être faite de ce que, oui, il y a des politiques menées qui sont voulues. Ce n'est pas seulement quelque chose d'inéluctable qui viendrait tout seul parce qu'on n'aurait pas de moyens. Il a été rappelé les 2 milliards du SNU. C'est pas du tout un hasard, c'est quelque chose de voulu, c'est une politique menée. Et à telle enseigne que Laurence Decoq a parlé de maltraitance de la jeunesse, d'assignation à résidence sociale dès l'âge de 15 ans. Donc on est au contraire dans des politiques qui veulent absolument assigner socialement des jeunes dans ces inégalités. Et Florence Adaden nous a montré que cette assignation est également à l'œuvre dans des dispositifs qui se présentent a priori comme inclusifs dans la société, comme les services civiques, qui sont avec une... Et elle nous a dit il y a une valorisation du désintéressement qui est le propre des classes aisées. Donc on voit que cette question on a parlé aussi de la question des stages tout à l'heure, on a posé la question, et la question des stages valorisants, ça a été posé, c'est-à-dire que oui, on peut trouver un stage, mais est-ce qu'il est valorisant? Et là, c'est le reflet aussi des inégalités de genre et les inégalités sociales, puisque faute de politique publique qui soit en faveur d'une inclusion par les stages, parce que ça aussi, ça permet effectivement de prendre conscience de ce que va être la vie future. Est-ce qu'on a bien choisi sa formation, etc. Mais en fait, ça dépend beaucoup, malgré tout, du réseau familial. Et le réseau familial, ça veut dire qu'on enferme beaucoup aussi dans une classe sociale, même si on a vu qu'il y a aussi des déterminantes de genre. On a vu ça. Mais on a parlé également des codes sociaux qui n'étaient pas forcément transmis. C'est là aussi le fait qu'il n'y ait pas assez de personnel qui puisse accompagner et donner les codes, ça fait qu'on est renvoyé à ce qu'on connaît soi. Et donc ça, c'est vraiment très marquant en fait, de fermeture sociale et qui est voulu par le manque de politique menée dans cette direction et le manque de moyens. Donc l'absence de recherche d'un développement qui est tourné vers la citoyenneté aboutit aussi à ne pas rechercher l'autonomisation des jeunes. Et que ce soit dans la politique du logement, en matière d'aide financière, et ça aboutit à une précarisation dangereuse. On a parlé beaucoup des étudiants, parce qu'il y a eu beaucoup de représentants ici de syndicats étudiants, mais ce n'est pas que les étudiants, on le sait. Et on a parlé aussi du fait qu'on laisse les jeunes qui sont majeurs, donc c'est après 18 ans, on les laisse être en minorité sociale, puisqu'on a beaucoup dit que le RSA, c'est seulement 25 ans. Donc à partir de 25 ans. Donc on en les laisse en minorité sociale. Et ça aussi, s'il n'y a pas le soutien de la famille derrière, finalement, on reproduit les inégalités. Donc on a, avec ce paradoxe souligné, d'une jeunesse à qui on refuse l'autonomisation de plus en plus tard, puisqu'il a été dit par mon voisin, il a été dit que la décohabitation avec les parents, c'est de plus en plus tard au fil des années. Eh bien, on refuse l'autonomisation de plus en plus tard, mais en même temps, il a été dit par Evelyne Sirmarin que la jeunesse est prise dans les mailles du filet pénal de plus en plus tôt. Donc c'est bien un paradoxe. C'est pas une question en réalité de conscience de sa responsabilisation, mais c'est bien une société qui veut cela. Enfin, quand je dis la société, au sens des politiques qui sont menées au nom de la société, bien évidemment. Et là aussi, le manque de moyens de la justice aboutit à ne pas donner
de chances éducatives aux jeunes issus de classes populaires, alors que certains comportements déviants qui sont propres à l'adolescence peuvent se retrouver dans tous les milieux sociaux. Et je pense par exemple aux vols qui sont souvent le passage au moment de l'adolescence où on va commettre des transgressions et qui sont pas graves. L'autre jour, il y avait eu deux groupes de travail qui avaient invité M. Rosenberg, qui est spécialiste des jeunesses, et qui le disait. C'est très très courant. Et pour autant, on va assigner dès lors qu'il s'agit de jeunes de quartier populaire, au lieu de les accompagner avec justement un soutien pédagogique. Et le fait, d'ailleurs la CID le dit, hein, la Convention de New York sur les enfants le dit bien, que le principe c'est l'éducatif. Ben, ça, on l'oublie de plus en plus vis-à-vis des mineurs, vis-à-vis des enfants. Mais même vis-à-vis des jeunes majeurs, il y a vraiment une différenciation dans le traitement pénal. Et on le voit en matière de drogue, puisque, vous savez quoi, en ce moment, on pénalise beaucoup plus le consommateur. Eh bien, le consommateur qui va être ciblé, c'est le jeune de quartier populaire, et plus exactement même, parce qu'il est genré, les jeunes hommes de quartier populaire, alors qu'on sait que la consommation de drogue chez les jeunes, par l'autodéclaration, on sait que c'est très, très vraiment réparti dans toutes les couches sociales, mais on va cibler plus particulièrement le consommateur des quartiers populaires. Alors, donc on ne convoque, là quand j'en viens aux drogues, je le dis, ça veut dire qu'on ne convoque en réponse que un modèle répressif, où on va aussi convoquer un modèle militaire. Le SNU, c'est ça aussi, hein, c'est un modèle militaire, même si l'armée n'en veut pas, hein, elle n'a pas voulu s'en occuper. Mais c'est quand même ce fantasme de modèle militaire. C'est le fantasme aussi du modèle entrepreneurial, et là on a dit hier que le MEDEF n'en voulait pas, donc vous voyez bien que quand même, on sait par avance que ça ne fonctionne pas, et pour autant c'est de la pure idéologie. Et l'idée sous-jacente de ça, c'est qu'il faut disciplinariser une jeunesse considérée comme dangereuse. Alors c'est évidemment pas tous les jeunes, mais c'est là encore une assignation de certains, une assignation sociale. Et cette assignation sociale va se retrouver dans le harcèlement policier à l'égard des jeunes hommes de quartier populaire, dans des quartiers en voie de gentrification, par la pratique des amendes forfaitaires, comme on vous l'a expliqué, avec le fait qu'il faut les chasser de l'espace public. Et puis on a dit, hein, ces amendes renforcent leur assignation dans l'économie parallèle, et au bout de la chaîne, puisque c'est pour ça qu'il a été parlé gentrification, hein, c'est parce que au bout de la chaîne, ce qui vous a été expliqué, c'était aussi qu'il fallait les chasser de ces quartiers-là. Et c'est pas les questions des voisins, c'est la question des politiques qui sont menées, où on ne développe pas de politique d'éducation de rue, avec des éducateurs de rue, des médiateurs. Voilà, c'est des politiques qui sont menées. Et ces politiques peuvent aboutir à chasser dans des quartiers qui sont réellement ségrégés. Et ce que Joëlle nous a dit aussi, c'est que dans ces quartiers ségrégés, où on a une ségrégation territoriale, elle nous en a parlé, elle nous a dit la gestion politique est encore différente de celle des quartiers de gentrification. Ça ne va pas être les amendes, là, hein, ça va être d'autres types de politiques répressives. Et elle nous a même parlé à Sète de Landru, qui, au lieu de faire de la rénovation urbaine, va ne prévoir qu'un pont pour permettre à la police de pouvoir venir faire des coups de poing, des opérations coups de poing, et repartir à toute vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ces quartiers ségrégés, il s'enracine une ségrégation d'histoire coloniale. Donc c'est de cela dont il est question, c'est qu'on repousse, et il y a un impensé colonial dans la façon dont on traite actuellement ces jeunes. Donc s'ils se révoltent, on a vu aussi par ce qui a été dit ce matin, s'ils se révoltent, eh bien même la rénovation urbaine peut être en réalité un outil de répression, de casse de liens de solidarité. Donc c'est un enfermement finalement dans cette ségrégation. Et pardon. Je vais peut-être boire un coup. Hein. Et ces phénomènes entretiennent
entretiennent des peurs, la peur de la délinquance, avec pour seule réponse sécuritaire, et la peur du déclassement pour certains. On nous a dit que, c'est Julien Gossa qui nous disait que les enfants de personnes qui étaient déjà formées, eh bien les parents avaient peur du déclassement. Mais c'est pas seulement cette question-là, c'est aussi le sentiment d'abandon qui est réel, puisqu'on casse les services publics. Donc il y a un sentiment d'abandon réel, que ce soit dans les zones rurales ou dans les quartiers populaires de banlieue. Et le fait que les gens ne veulent pas être assignés à territoire, mais finalement ces peurs, et ça revient à notre résolution, on se dit que ces peurs peuvent trouver un débouché dans la proposition d'extrême droite, qui est à l'inverse de notre proposition d'universalité des droits. Quelle est la proposition? C'est les droits ne sont pas pour tous. Parce que l'idée, c'est finalement, on va supprimer des bénéficiaires, et puis ça ira mieux pour nous. Et donc ça veut dire qu'il y en aura plus pour les autres. Et donc très vite, ceux qui vont être exclus et ciblés comme ceux à être éliminés, ça va très vite être les étrangers, évidemment, et c'est là où on retrouve tout l'aspect xénophobe de l'extrême droite, et puis ça va être ceux, progressivement, qui sont français, mais qui sont issus de l'immigration. On est directement sur du racisme. Donc là, on voit toute l'articulation de notre résolution qui est bien ciblée par rapport à ce qu'on a vu sur la jeunesse. Alors, s'il exigeait, ça va plus loin, parce que s'il exigeait que des jeunes qui s'engagent, ce n'est pas pour qu'ils s'expriment sur n'importe quel sujet, mais il nous a été dit que c'est en réalité pour qu'ils s'engagent. On nous a parlé c'est Jean-Claude Richet qui nous a parlé de catalogue, d'engagement sur catalogue, de consommation d'engagement imposé. Et donc, sur les autres engagements, on nous en a parlé ce matin et tout à l'heure, on nous a dit on a beaucoup de jeunes qui sont engagés, mais attention, il ne faut pas que ce soit n'importe lequel, parce que dès que c'est un peu contestataire, dès que c'est un petit peu contraire aux positions gouvernementales, et en ce moment sur la Palestine, on voit bien que c'est le cas, et bien là, on revient sur le volet répression et atteinte aux libertés, mais c'est même de façon générale dans la société. Puisque nous avons un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire, eh bien de façon générale, on porte atteinte à la liberté d'expression, la liberté de réunion, et dans les universités, à la liberté académique. Donc on est sur ce volet-là, et de ce fait, on a alors, mes petits numéros. Donc ça signifie que le champ du travail qui s'ouvre à nous, c'est de soutenir l'effectivité des droits, c'est-à-dire un accès réel à l'éducation, aux aides sociales, à l'insertion professionnelle, mais aussi la question de l'autonomie personnelle, le droit à disposer de son corps, etc. Donc on a à rendre effectifs ces droits, et aussi bien sûr la défense des libertés, puisque je l'ai dit, elles sont de plus en plus attaquées. Donc ça, c'est le champ qui s'ouvre à nous, et ce qui est intéressant aussi, c'était de croiser les regards avec d'autres partenaires. Alors c'est intéressant parce que vous avez vu qu'il nous a été proposé de travailler ensemble. Et je pense qu'on a aussi à s'interroger, nous, pourquoi nous n'arrivons pas aussi à écouter. Aujourd'hui, on l'a fait, et grand merci aux organisateurs et à Joël, parce que ça a permis d'écouter les jeunes, mais il nous faut aussi travailler sur cette question-là d'inclusion, parce que ça a été une demande qui a été portée. Comment on fait pour inclure, alors que nous sommes une organisation politique, et que dans la mesure où il y a des engagements de l'État dans la formation du citoyen, puisque ce n'est pas de cela dont il est question dans l'engagement, c'est pas la formation du citoyen, c'est pas la formation à prendre compte des grands enjeux sociétaux. C'est pas de cela dont il s'agit. Eh bien, dans cette mesure, nous avons notre place à prendre, puisque nous sommes une organisation politique et que nous avons des actions en milieu scolaire, nous avons des concours de plaidoirie, nous avons énormément de choses qui se font à l'université, etc. Donc, nous avons notre place à prendre dans les débats, dans les ciné-débats. Et comment on peut faire pour croiser le chemin de ceux qui ont aussi à nous apporter, parce que c'est un apport et une richesse immense. Donc comment on peut faire ça? C'est quelque chose qu'il va falloir travailler, nous aussi. On n'a pas la réponse là, mais ça nous donne déjà des pistes. Et c'était très intéressant justement de pouvoir croiser nos regards. Et nous avons aussi à nous interroger, et là je suis très contente que le travail se mette en place, que ça a été validé par le comité national, le fait qu'il y ait la mise en place d'un travail sur des dispositifs contre les violences sexuelles et sexistes dans la Ligue des droits de l'homme. Donc je suis très contente de ça, parce que c'est ce que je voulais porter en étant présidente. Donc voilà, il faut qu'on arrive
arrive aussi à travailler sur toutes ces questions, y compris dans notre association. Et puis, dans la mesure où nous sommes cette association politique, mais que nous partons à partir des droits, et nous avons vu d'ailleurs la spécificité de notre approche par rapport à certaines interventions qui ont été notamment hier, qui étaient un peu en décalage par rapport à nos façons d'aborder les choses par les droits, eh bien, nous avons cette spécificité, mais portons haut cette force au service d'un engagement citoyen pour arriver à produire aussi, à promouvoir une véritable alternative politique, parce que sinon, on nous l'a dit, il faut porter un espoir pour qu'on puisse contrer l'extrême droite et puis qu'on puisse tout simplement se dire qu'on a un futur possible. Et là, c'est où la solidarité ne serait pas un vain mot. Et là, nous avons absolument besoin de la jeunesse. Donc, grand merci à tous les jeunes qui sont venus nous en parler. Merci.